De quoi on parle ce soir, mon ami Pierrick? Et de ce que vous voulez. Je vous propose ce soir qu'on parle de la diffraction, notamment parce que j'ai acheté un nouveau diffractomètre, donc le sujet est légèrement intéressé. Mais on va pas parler direct du nouvel appareil, on va parler de la diffraction en elle-même. Voilà. Qu'est-ce donc la diffraction? Qu'est-ce que la diffraction? D'où ça vient? Pourquoi la diffraction? Comment la diffraction? Et surtout... Où est la diffraction? et où est la diffraction? Et pourquoi? Et surtout, pourquoi? Alors, la diffraction, c'est un phénomène physique qui concerne les ondes. On peut penser à l'optique, parce qu'il y a un phénomène sur les ondes en optique qu'on connaît bien, c'est la réflexion. Donc quand on se regarde dans le miroir, réflexion, on se voit. Il y a la réfraction qu'on expérimente, genre quand on a les pieds dans l'eau, qu'on met un bâton, un manche à balai à moitié immergé dans l'eau, en fait, la partie qu'on voit qui est dans l'eau, on la voit déviée avec un angle. C'est la réfraction. Et il y a un autre phénomène qui s'appelle la diffraction, et ça c'est un petit peu moins... palpable. On l'appréhende moins alors qu'en fait c'est partout autour de nous. Donc je vous présente Francesco Grimaldi, un jésuite du XVIIe siècle qui, on ne sait pas pourquoi, s'est posé un certain nombre de questions sur les rayons lumineux. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis chez lui une pièce dans le noir avec des rideaux. Voilà, je ne sais pas comment il s'est démerdé au XVIIe siècle pour faire ça. Parce qu'il n'y a pas de rideaux? Non, c'était un peu nouveau, les rideaux, je pense. Et donc, il a fait un petit trou. Et donc, il y a un faisceau lumineux qui rentre dans la pièce par le petit trou et qui donc se projette sur le mur d'en face. Et là, si le trou, on va dire, il est rond, on se dit si les rayons lumineux, ils vont strictement en ligne droite, comme on peut les appréhender avec la lumière, c'est-à-dire la projection des ombres, ça nous parle en disant, oui, les rayons lumineux, ils vont en ligne droite. Je vais voir la petite tache lumineuse sur le mur qui aura la forme du petit trou que j'aurais fait en suivant la géométrie en ligne droite. Donc il fait ça, on peut faire un petit trou rond, on peut faire une fente très fine. Si je fais une fente très fine, je m'attends à voir un trait lumineux qui correspond à la taille de la fente que j'aurais fait. Et pas de bol, il a observé autre chose. Grosso modo, qu'est-ce qu'il a vu Grimaldi sur son mur en ayant fait une fente? Au lieu de voir un seul trait lumineux, il voit plusieurs traits lumineux comme ça. Et là, il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Est-ce l'œuvre du diable? Certainement, parce que c'était un jésuite. Et Au donc, XVIIe siècle? Et il ne voit pas le mal partout. Pardon. Voilà, Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est comme si le faisceau lumineux avait été cassé en plusieurs morceaux, avait été fracturé en plusieurs morceaux. Fracturé? D'où le terme? Et il a choisi un mot à partir du latin et il a dit diffraction qui veut dire briser en morceaux. Mais en fait, ce phénomène-là se produit parce que la lumière est une onde. Et au passage de cette... Non, la lumière est une particule. Alors les deux, il le fait exprès. Quand une onde passe autour d'un obstacle, elle a un comportement qui, en définitive, est normal, mais on peut, a priori, ne pas s'y attendre. Donc, vous voyez, en haut à gauche, on a un front de vague qui arrive, qui n'est pas parfaitement linéaire, mais qui est quand même plutôt droit. Ça rentre dans cette baie qui a des digues et qui laisse une ouverture. Et là, on pourrait se dire, le front de vague qui va passer par l'ouverture, s'il est linéaire, il va peut-être continuer, en rentrant dans la baie, à être linéaire, et c'est juste que les parties qui se sont pris les digues, elles s'arrêtent forcément, elles ne rentrent pas dans la baie. Et c'est pas ce qu'on observe. Qu'est-ce qu'on observe? Dès le passage de l'ouverture, on voit que le front de vague, à peu près linéaire, s'arrondit, et en fait, le peu de vagues qui rentrent se répartit et prend la place qu'elle peut prendre. Donc ça, c'est une partie du phénomène de diffraction. C'est-à-dire que l'onde qui passe à proximité d'un obstacle va se répandre au-delà de l'obstacle. Parce qu'on peut imaginer que si mon front de vague, qui est bien linéaire, en fait, c'est une multitude de petites vagues concentriques, donc qui font des cercles, qui cherchent à faire des cercles. Mais comme elles ont leurs voisines qui cherchent à faire ça, je vais faire un raccourci, mais de proche en proche, elles se redressent, elles s'influencent, elles se poussent
Elles s'empêchent les unes les autres de se répartir en cercles concentriques. Donc ça avance en ligne droite. En fait, si tu as deux cercles qui veulent s'élargir, au bout d'un moment, ils se percutent, quoi. Ils se percutent et en fait, ils se poussent mutuellement. Et comme sur toute la longueur, c'est comme ça, il n'y a personne qui gagne et donc tout le monde avance en ligne droite. Bon, c'est un peu avec les mains, mais c'est ça l'idée. Donc le passage par un obstacle, quelque chose qui va couper une partie de l'onde, ça va faire que sur les bords, cette onde-là, elle va se répandre. Donc ça, c'est une partie du phénomène de diffraction. Donc on a ce phénomène-là, c'est normal. Donc déjà, la lumière étant une onde, quand elle rentre par le trou dans le rideau, elle va se répartir un peu de cette manière-là. Et ça, c'est valable pour toutes les ondes mécaniques sur l'eau, les ondes mécaniques sonores, les ondes électromagnétiques, la lumière, tout type d'ondes, et donc on en parlait, les ondes rigolotes, c'est celles en mécanique quantique de la dualité onde-corpuscule. Bien sûr. Voilà. Et donc, elles aussi, elles vont faire ça. C'est une propriété universelle des ondes. Le deuxième élément qui constitue la diffraction, c'est quand il y a plusieurs ondes qui se rencontrent. Elles vont interagir. Et donc, c'est désigné par le mot interférence. Interférence des ondes entre elles. Donc, vous voyez, à gauche, on voit, il y a deux ronds. En fait, on démarre deux ondes circulaires concentriques un peu espacées. Donc, les cercles concentriques qui vont se répandre, à un moment, ils vont se rencontrer. Ces cercles concentriques de vagues, c'est quoi? C'est une succession de crêtes et de creux qui avancent, c'est l'onde. Voilà. Quand il y a deux crêtes qui se rencontrent, ça fait une double crête. Elle est 2 fois plus haute. Deux creux qui se rencontrent, c'est un double creux 2 fois plus profond. Et quand il y a une crête... Et deux croches, c'est une double croche. Voilà, et une demi-pause, et un bécard, et un bémol, et le tout en clé de sol, s'il vous plaît. Et donc, quand il y a un creux et une crête qui se rencontrent, ça s'annule. Pas de vague. Et on voit des zones... vous voyez, on voit des lignes droites. Ce sont les zones d'interférence destructive, c'est-à-dire des creux et des crêtes qui se rencontrent. Donc le niveau de l'eau n'est pas perturbé. Et donc vous voyez ces espèces de traits où il n'y a pas de stries, c'est les zones d'interférence destructive. Là, les zones où on voit des stries, c'est là où on a amplifié, et donc ce sont les interférences constructives. La diffraction, c'est ça, c'est les ondes qui vont se chercher à se répandre, et si on leur passe un obstacle, et ça y est, on leur a fait du vide, brrr, elles se répandent, et c'est les interférences, et je vais avoir des extinctions, les interférences destructives, et des amplifications, ce sont les interférences constructives, ça arrive tout le temps. Donc ça, c'est gérable, voilà. Et donc, est-ce qu'on a une vidéo? Ce serait vraiment génial. Hein. Ce serait super d'avoir une vidéo. Ce qui serait super, c'est qu'on la produise nous-mêmes. Oui. Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, là, on se retrouve dans quelques secondes au Jardin des Plantes à Rouen. Voilà. Wow. Donc, nous allons faire des ondes à la surface de l'eau et voir la diffraction de deux trains d'ondes qui se rencontrent. Alors si j'en fais une seule onde, c'est pas surprenant, donc je fais des ondes concentriques qui se répandent à la surface de l'eau et on les voit prendre de la distance. Mais si j'en rajoute une deuxième, les deux trains d'ondes vont se rencontrer, faire de la diffraction. Et dans certaines directions, elles vont s'annuler. Quoi? Ah bah oui, c'est le reflet. Et donc la diffraction, en fait, c'est partout autour de nous. Tout le temps. C'est simple, en fait, c'est pas un truc à la noix hyper complexe qui concerne que les physiciens, non. Vous imaginez un coin de rue, il y a un mur, vous voyez, un mur avec les rues, hop, hop, et il y a deux personnes de part et d'autre de ce coin de mur. Attends, pardon, je te coupe, il y a un message urgent là pour toi. Margot dit « Papa, ne dis pas de gros mots ». D'accord. Oui, ma chérie. Pardon.
C'est mignon. C'est mignon, voilà. Tu mettras 1 euro dans la tirelire en rentrant. Elle me surveille. Hein. Vous avez un coin de mur dans la rue. J'arrive pas à le faire. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. On a envie de se voir au miroir et voilà. Et donc, il va Ça, y c'est la avoir réflexion, ça. exactement. Une personne ici et une personne là qui ne se voit pas. Et il y en a une des deux qui parle. S'il n'y avait pas de diffraction, les ondes sonores, elles partiraient comme ça et celui qui est juste au coin du mur n'entendrait rien. Mais comme les ondes sonores, au moment où elles passent le coin de mur, bah, tout d'un coup, elles ont de la place, elles se répandent et le son prend un virage et on l'entend. S'il n'y avait pas de diffraction, on ne pourrait pas s'entendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors déjà, on peut se parler sans se voir. Là, ça, c'est cool. Ce qui est quand même super. On peut faire joujou sur l'eau, à faire des vagues. Voilà. Et comme ça, on fait de la diffraction. Moi, je fais toujours pas de la pharma et du développement chimique là-dedans. J'ai toujours pas envie d'acheter un appareil extrêmement cher. Toujours pas, je sais. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'envoie une onde qui rencontre un obstacle, ça diffracte, et ça me fait un schéma d'interférence. Comme ce qu'on a vu là avec l'expérience du rideau. Donc quand je vois ce schéma-là, et si je connais l'onde, je vois le schéma, et je peux essayer de deviner, ou plutôt de calculer à l'envers, en disant donc quel obstacle, quel élément a généré ce schéma de diffraction sur cette onde-là. Oui, parce que on a dit que ce schéma de diffraction était généré par une fente, mais on a dit que si c'était un cercle, si le trou avait une forme de cercle, on aurait le des schéma cercles serait concentriques, voilà. Donc en fait, la forme de l'obstacle a un impact véritable sur la forme du schéma de diffraction qu'on observe. Absolument. Et donc, on a bien fait de remplacer Vincent. En fait, ouais, t'as raison. Ouais. Si j'arrive à détecter d'une façon ou d'une autre le schéma de diffraction, c'est-à-dire la résultante des interférences, ça peut me renseigner donc sur la nature de l'objet qui a été à l'origine de la diffraction. Exemple dont on a parlé tout à l'heure, c'est il y a un objet sur la table, je ne peux pas le voir directement, mais je peux placer une lampe et observer l'ombre qui va être générée. Donc l'ombre, c'est pas l'objet. C'est une image issue d'une interaction entre la lumière et l'objet. Une image déformée. Et voilà. Et donc c'est quand même une information sur l'objet. Et si j'ai qu'une seule ombre, je vais pas réussir à deviner très bien comment est l'objet. Par contre, si je bouge la lampe et puis que je fais plein d'ombres autour, et si je cumule toutes les ombres et que je sais faire de la géométrie, des maths, c'est-à-dire que je sais comment ça fonctionne une ombre avec la lumière, vous m'avouerez que c'est pas le plus compliqué, je peux reconstruire avec une certaine précision l'objet. Donc je vois l'ombre, ça n'est pas l'objet, c'est une information sur l'objet grâce à un signal, la lumière que j'ai envoyée dessus. En fait, on va faire exactement la même chose par la diffraction. J'envoie une onde sur un objet. Alors, il faut que l'onde et l'objet interagissent. Parce que si l'onde, elle traverse, elle n'a pas d'obstacle. Donc, elle ne diffracte pas. Donc, il faut qu'elle diffracte. Donc, il faut qu'elle interagisse. Donc, je choisis judicieusement le type d'onde en fonction du type d'objet. Et donc, j'enregistre l'image de diffraction qui est générée. Et en sachant c'est quoi le mécanisme de diffraction, j'utilise les bons opérateurs mathématiques et je fais le calcul à l'envers en disant donc cette image de diffraction a été générée par ça. Donc, et je recrée l'objet. Donc ça te permet d'identifier en fait des objets inconnus. Bah voilà, et en fait c'est tout le principe de l'analyse. J'ai l'objet et j'ai son image via une analyse. Voilà, j'envoie de la lumière, j'envoie une onde, je fais ci, je fais ça. Et donc, il faut toujours faire la différence entre l'objet et son image. Et il ne faut pas prendre l'image pour l'objet. Oui. Il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Donc, il faut bien reconstruire l'objet. Alors, donc par exemple, si j'étudie les vagues, les zones d'extinction, je fais mon calcul à l'envers, je dis donc il y a un imbécile qui est sur le bord et qui fait comme ça avec 2 balles et elles sont espacées de 50 cm et voilà. Là, je pourrais faire ce calcul-là. Juste en voyant du coup le schéma des vagues créé par les balles. Juste en voyant le schéma des vagues. Voilà. Il y a Christophe qui dit maintenant tu étudies les vagues.
C'est vrai. ça- J'ai étudié les vagues. Ouais. Il y a du Oui. business à faire là-dedans ou pas? J'en doute. J'en doute. J'ai hésité. Hein. Je fais les vagues ou les cristaux et j'ai choisi les cristaux. Bizarrement. C'est quoi le modèle mathématique? C'est quoi l'équation qui me permet d'aller de ça à ça? Donc tout à fait. Voilà. C'est Ça, la, j'ai su reconnaître quand même une. c'est la transformée de Fourier. Elle est pas belle. Elle est pas si compliquée que ça quand tu la regardes. Mais on va la décortiquer C'est ensemble vrai. si vous voulez bien. Allez, Donc F. dans la partie droite, le f de t, c'est la fonction, on va dire, de définition de l'objet. Je la connais pas encore. Vous voyez? Donc ça va être quoi par exemple? On va prendre Et ça y est, déjà, je suis perdu. Là. on va prendre un exemple. Merde, je pensais qu'elle était simple. J'ai un son. Un son. Un son, une seule note continue, donc une seule fréquence. Merci Ludovic. Donc, ça... Il a pas travaillé avec les visuels, hein, il a travaillé les audios aussi. Ouais. Et donc, en fonction du temps, je vais avoir l'oscillation de la pression de l'air. Voilà. Donc, F de T, c'est ma variation de pression en fonction du temps. Ok. Qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi la fréquence? J'entends une note, mais en fait, les vibrations du son, je les distingue pas. Moi, ce que j'entends, c'est la note, ce son continu. Et j'entends pas un truc qui vibre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quoi la fréquence? Alors, la transformée de Fourier, dans ce cas-là, elle va me donner la fréquence. Et le truc qui est super, c'est que s'il y a plusieurs notes superposées, la transformée de Fourier décompose et me donne toutes les fréquences, en plus avec l'intensité de chaque note. C'est pas merveilleux ça? Il y a, Donc- il y a- il y a Angel Kriska qui nous dit waouh, je débarque seulement maintenant et je tombe Ah ouais, sérieusement. non, il y avait on a dit des trucs avant, là, je c'est tombe sûr. seulement belle formule, je vais attendre le replay parce que là, je crois que ça fait peur. Mais Oui. pas du tout, restez, ne partez pas, revenez. Donc, remets-moi ma transformée de Fourier Tiens. parce que j'ai pas fini avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez la fonction f de t à droite là. On fait une intégrale de moins l'infini à plus l'infini Bah oui. de la fonction f de t fois l'exponentielle de moins i, qui est donc le nombre imaginaire. Oui, c'était la question de ce que Christophe. disait Christophe, Il ouais. disait quand même est-ce que le i c'est le fucking nombre imaginaire? Ah, il C'est dit- lui, c'est lui. Il dit les vulgarités en anglais pour que ta fille ne soit pas choquée. Voilà. Aïe. Eh ben, Christophe, tu devras mettre 1 euro dans Ah, un le... livre, du coup, ou $1, au choix. Donc, on a, remets-moi Ah, pardon. mon Laisse truc là, à l'écran. fois oméga, qui est donc la nouvelle variable Je fais que des je veux, interférences. c'est-à-dire la fréquence fois le temps, Il revient. intégré par rapport au temps. Et donc, comme j'intègre par rapport au temps, le temps va disparaître. Parce que en fait, c'est une variable muette dans ce cas-là. Et donc, tout ça, c'est égal à une nouvelle fonction qui est f de oméga, qui est donc oméga, qui est la fréquence. Ta formule, si on essaie de remettre un peu de sérieux dans la discussion, pauvre Pierrick, parce que là, tu te noies entre Ludo et moi. L'objectif, c'est donc de définir la fréquence en fonction des différentes variables que tu as, qui sont le temps, la Exactement. fréquence Donc, elle-même. un son, une fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, c'est en hertz. J'ai combien d'oscillations dans une seconde? C'est ça mes hertz. Mais on pourrait le faire non pas par rapport au temps, mais dans l'espace. Oui. Et est-ce que je peux pas imaginer un objet qui présente des choses qui se répètent à des distances constantes? Un passage piéton. Par exemple. Donc là, j'ai une fréquence spatiale. Donc c'est pas par seconde, j'en ai combien, c'est par mètre, j'en ai combien. Et donc on pourrait imaginer quelque chose qui se répète régulièrement, non pas dans le temps comme un son, mais dans l'espace. Exemple de choses qui se répètent régulièrement dans l'espace. Un cristal. Un cristal. Ce que nous dit Fourche, a le dit, cristal arrive. arrive. Et voilà. Visionnaire. On peut rappeler, c'est quoi la définition d'un cristal? Le cristal, c'est, si on prend les molécules, c'est un empilement de molécules régulier qui se répète dans les 3 directions de l'espace. Et c'est là où ça devient plus rigolo avec l'espace, parce que le temps, on n'a qu'une seule dimension de temps. Oui. Il n'y a qu'une seule flèche du temps. Oui, d'accord. Alors que l'espace, on en On a a quand même 3. parlé du film Tenet. Voilà. Ah. Donc, je peux regarder ma fréquence spatiale dans les 3 directions de l'espace. Donc, quand j'envoie quelque chose, genre une onde, dans un cristal, que ça diffracte, je vais avoir, grâce à la transformée de Fourier, une information
sur l'image de diffraction, et réciproquement, à partir de l'image de diffraction, je vais avoir une information sur l'objet. C'est là où c'est formidable, parce que je peux générer de la diffraction, mais je ne peux pas voir les molécules. Oui. Mais je peux voir l'image de diffraction qui ont été générées par les molécules. Je fais la transformée de Fourier de l'image de diffraction, boum, je reviens aux molécules. Vous allez voir, la transformée de Fourier en live, c'est magnifique. Hop. Voilà, vous voyez, le truc rouge, en fait, c'est une cumulation de plein de sinusoïdes. Si je fais la transformée de Fourier du truc rouge, la transformée de Fourier va décomposer en chaque sinusoïde et donner la fréquence de chaque. Oh, c'est magnifique. Et donc ça, c'est la transformée de Fourier du truc rouge, ça donne ça. C'est-à-dire que j'ai un signal un peu compliqué en haut, et ben je peux dire, en fait, c'est une cumulation de sinusoïdes dont les fréquences sont en bleu. On va la refaire parce que c'est un peu coupé le bas, là. C'est magnifique, ce Alors schéma. ça, c'est le début du... Donc ça, c'est voilà. le petit f. Et le petit f, en fait, il est composé, c'est comme si c'était un son, de plusieurs sons. C'est les trucs bleus pâles. Je fais la transformée de Fourier du truc rouge. Et la transformée de Fourier va décomposer toutes les fréquences qui composent ce truc-là. Et va me donner la fréquence avec l'amplitude pour chaque. Donc quand j'entends un son compliqué, la transformée de Fourier me donne, et on appelle ça le spectre de fréquence. Vous vous projetez sur, c'est pas en fonction du temps, c'est en fonction de l'espace. Comment les choses se répètent dans l'espace? La transformée de Fourier de l'image de diffraction va me donner la répartition dans l'espace, la fréquence spatiale. Donc si j'ai un cristal... J'adore ce schéma. Il est bien. Hein. Non, mais ce qu'il faut retenir peut-être de ça, c'est que si tu as une image qui est complexe parce que composée de plusieurs choses, la transformée de Fourier va te donner individuellement chaque composant de l'image. Exactement. Et l'élément supplémentaire de la transformée de Fourier, c'est que là, vous avez vu, on avait le son compliqué, là, Le rouge. qui me donne, je fais la transformée de Fourier, ça me donne les fréquences. Mais si on est joueur, on se dit, tiens, le spectre de fréquence, si je fais la transformée de Fourier, ça fait Il est quoi? peut-être composé de différentes choses. Eh ben, ça redonne le signal de départ. C'est-à-dire que la transformée de Fourier, Le truc rouge? ouais, ça redonne le truc de départ. Bah oui, remarque, c'est logique. Bah, C'était pas gagné d'avance, mais il se trouve que ça se produit comme ça. Parce que donc, Tu prends le truc bleu, tu fais la transformée de Fourier dans ça l'autre redonne le sens. truc rouge. Et tu prends l'un des signaux bleus ou tu les prends tous et t'appliques Tous, Oui, ok, tu as dit l'un des signaux bleus. l'un des signaux, pardon. Voilà. L'un des Et- signaux. Pardon, je suis bon en sciences, mais très peu en littérature. C'est mon problème. Non, tout. La transformée de Fourier, c'est l'ensemble. D'accord. Et donc, tu vas régénérer le signal rouge. Tu refais la transformée de Fourier, tu fais le bleu. Tu refais la transformée de Fourier, tu fais le rouge. Tac, tac. Donc, en fait, la transformée de Fourier du cristal, ça va donner son image de diffraction. Et la transformée de son image de diffraction, ça redonne le cristal. C'est pour ça que si tu as l'image sans avoir le cristal, tu peux revenir au cristal à partir de Exactement. l'image. Donc, en fait, C'est je magnifique. fais quoi? Je commence par ne pas faire la transformée de Fourier. Je fais la diffraction. Bah, J'envoie l'onde à travers le cristal. Je sais que l'opérateur mathématique qui est à l'œuvre, c'est la transformée de Fourier, mais là, je fais la manip. Et je génère l'image de diffraction. Ça, je l'enregistre. J'y colle la transformée de Fourier. J'y colle. Voilà. Et Dans hop, sa ça tête. me refait le cristal. Et donc là, je vois les molécules. Et là, c'est formidable. Cet opérateur mathématique est super. Donc, quand j'enregistre quoi, il y a un autre GIF. Encore Tu m'as sorti Et donc, combien l'image de de diffraction d'un cristal, c'est à 3 dimensions, puisque le cristal est à 3 dimensions. Puisqu'il est dans l'espace. Exactement. Et donc, si je fais tourner mon cristal dans mon diffractomètre et que j'enregistre avec le détecteur, eh ben, je vois l'image de diffraction du cristal. Et en gros, ça fait des taches de diffraction. À l'endroit des taches, c'est quoi? C'était les interférences constructives qui se sont produites que dans des directions particulières. Et donc, on enregistre ça. Donc, l'image de diffraction du cristal, c'est un truc à 3D avec des tâches. Une tâche, c'est comme une fréquence. Donc, qu'est-ce qui a donné une tâche de diffraction? C'est toute une famille de plans cristallins qui se répètent dans l'espace. C'est quoi sa fréquence Ouais. par mètre? Boum, cette tâche-là. Et une autre famille de plans, boum, cette tâche-là. Donc, en fait, chaque tâche correspond à une famille de plans cristallins. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'image de la structure cristalline.
non pas en voyant les plans, mais leur fréquence spatiale et leur orientation. Vous voyez le niveau de qualité de l'information que ça donne. Pour revenir au plan, je fais la transformée de Fourier. Donc toi, t'as acheté un truc à 2 millions pour voir des mouches sur un écran blanc, quoi. Des tâches. Des tâches. Des tâches de diffraction. Donc on l'appelle le réseau réciproque. J'ai le réseau réel qui est le cristal, et je vais générer le réseau réciproque qui correspond au cristal. C'est quoi le lien entre les deux? C'est la transformée de Fourier ou la diffraction. Voilà. Et là, elle est pas belle la vie, elle est formidable. Mais on est d'accord que Fourier, quand il invente sa formule, il a aucune idée que ça va servir à ça C'est purement derrière. des maths. C'est Ouais, lui, c'est parce que c'est les maths, ça l'éclate, c'est les cosinus entre eux, c'est génial, quoi. Ouais. Moi, je suis Et, toujours fasciné par ces trucs de science où tu découvres des concepts qui ensuite deviennent applicables à des trucs vraiment de niche qui ont parfois rien à voir avec le concept initial. Ah bah oui. Puis les mathématiciens, ils ont pas besoin de raison, Oui. de trucs à résoudre forcément. Tu vois, il y en a plein. C'est parce que le problème mathématique en lui-même est suffisamment intéressant pour être manipulé, quoi. Alors on va revenir un petit peu au sens profond des choses. C'est vrai que là, on est resté Non, en on surface. était vraiment superficiel, quoi. Et ben maintenant, on va rentrer dedans. Oups. On envoie quelle onde dans un cristal? C'est une question que je voulais te poser justement. Voilà. Merci, Christophe qui Elka. dit un rayon X. Un rayon X, par exemple. Voilà. On fait de la diffraction des rayons X sur les cristaux. C'est nul, ça. C'est nul, ouais, c'est has-been à mort. Tu sais, moi, je suis passé, maintenant, je ne jure que par les ondes, par les électrons, quoi. Les électrons. Mais C'est je- l'avenir. Je comprends même pas qu'on puisse encore parler de rayon X, quoi. Et ben, C'est on va aussi- en parler quand même. C'est aussi has-been que les deux au gros menton, quoi. Bogdanov, Ouais. Et Ah, Bogdanov, ouais. ils sont Temps toujours- X. Leur émission s'appelait Temps X. Temps X. Ah, ok, Ouais, ouais, bah, je j'ai pas la ref. Non, malheureusement. bah non, malheureusement. Donc, alors, les rayons X, c'est quoi? C'est une onde électromagnétique, c'est des photons. Donc, onde, corpuscule, voilà. Bon, on va un petit peu mélanger les deux, là, c'est pas grave. Mais, donc, j'ai un photon qui va traverser la matière, le cristal. Et donc, il va interagir avec quoi? Un photon, ça n'a pas de charge électrique. Donc, de loin, les charges électriques présentes dans la matière, à savoir les protons et les électrons, il s'en fout. Ça va pas l'attirer ou le repousser. Lui, il va en ligne droite. Mais, c'est une onde électromagnétique. Cette onde passe. Ça va? J'ai bon? Et donc, j'ai l'oscillation d'un champ électromagnétique. Et donc, si elle passe à proximité d'électrons, l'électron, ça va le perturber. Un champ électromagnétique qui oscille. Parce que lui-même étant chargé, ça va l'influencer. Donc, il va se mettre à osciller à la même fréquence que le champ électromagnétique. Et l'électron qui s'est mis à osciller parce que je lui ai fait passer un champ électromagnétique comme ça, bah une charge qui oscille, à un moment, ça fait quoi? Ça émet un photon D'accord. à la même fréquence. Donc je réémets un photon X qui a la même fréquence que celui qui est passé. Ça s'appelle la diffusion. Et donc, c'est une onde, donc elle part comment? Comme ça. Mais l'électron d'à côté, C'est il fait pareil. pareil. Bah, pas loin, Donc, quoi. tu as plusieurs ondes concentriques qui partent comme ça, qui se rencontrent. Donc, ça s'appelle de la diffraction, ça fait des interférences. Donc, la diffraction des rayons X, ça se passe comme ça. Mais le noyau, lui aussi, il est chargé, mais il est tellement lourd que son oscillation elle est ridicule. Et donc, il réémet, ce qu'il réémet, c'est quasiment zéro. Donc, les photons X interagissent quasiment pas avec les noyaux, ils interagissent que avec les électrons. Mais on peut aussi envoyer des électrons, donc, dans la Et matière. ça, les électrons, c'est 2025. C'est 2025, voilà, c'est le Il futur. n'y a pas à dire. C'est le futur, les électrons, c'est le futur. Donc, j'envoie un électron. Il va traverser le cristal, et donc, il va voir lui-même les électrons des molécules qui sont dans le cristal, et les protons. Mais sauf que l'électron, il est chargé. Donc, à distance, les autres électrons qu'il voit, bah, ça le repousse. Mais les protons, ça l'attire. Moi Donc aussi, ça quand le- je suis chargé, j'ai tendance à repousser. Voilà. Le photon, quand il passe, c'est une interaction faible. C'est-à-dire ce qui est réémis par diffusion, la quantité d'énergie, elle est faible. Alors que l'électron, lui, il va être dévié. Là, on est dans la mécanique quantique, dualité onde-corpuscule. C'est comme si à chaque fois qu'il interagissait avec une charge, il était réémis comme une onde. Bon là, faut avaler. Non, on va l'accepter. Faut avaler cul sec la mécanique On va quantique, l'accepter, oui. sinon c'est long. Donc là, l'interaction entre les électrons et la matière, elle est forte.
Parce qu'elle est totale. Tous les électrons que j'envoie interagissent totalement avec la matière. Il se dit pas de temps en temps, tiens, une autre charge moins, je m'en fous. Non, toutes les charges moins le repoussent, toutes les charges plus l'attirent. Donc il va être dévié. La résultante, c'est que ça me refait encore de la diffraction. Et du coup, un affreux Jojo demande, tu peux différencier des noyaux en fonction de si les électrons sont beaucoup affectés. Exactement. Parce que les noyaux, les éléments, en fait, chaque élément a un nombre de... Enfin, les éléments fondamentaux, en tout cas, un nombre d'électrons différents. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui va être vu principalement comme ça? C'est la densité électronique autour de chaque noyau. Et ben, la densité électronique d'un carbone, c'est pas la même que celle d'un oxygène, c'est pas la même que celle d'un azote. Et donc, plus il y a une densité électronique élevée, plus je diffracte fort. Donc l'intensité des tâches de diffraction dans le réseau réciproque va me renseigner sur l'obstacle. Non seulement sa position, mais aussi sa contribution à la diffraction. Un noyau, on peut se dire c'est tout petit, c'est très lourd, donc les photons, les électrons, ils n'en ont rien à faire. Ils voient les charges. Donc les charges, elles sont réparties d'une certaine façon, ils interagissent avec. Donc les ondes qu'on peut envoyer, c'est donc des ondes qui vont interagir avec le cristal, avec la matière. Donc les rayons X, ça interagit, mais que avec les nuages électroniques. Alors c'est déjà pas mal. Et les électrons, ça interagit avec tout, le nuage électronique et les noyaux. Il y a Aïcha qui nous dit, juste par les calculs ou par apprentissage, et sur des matières complexes, ça fonctionne aussi ou ça a ses limites? Il y a le complète en demandant est-ce que ça fonctionne, la question est dans la même continuité, est-ce que ça fonctionne sur de la matière pure ou sur tout type de matière? Tout type de matière, à condition qu'elle soit cristalline. J'ai besoin de cette fréquence qui se répète dans l'espace. Si le matériau n'est pas cristallin, s'il est amorphe, j'ai pas. Parce que c'est trop aléatoire. J'ai pas l'info. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des tâches bien nettes, bien précises, j'ai un halo flou. Fondamentalement, l'information n'est pas passée dans l'image de diffraction. Elle a été perdue. Donc, la condition, c'est qu'il faut que ça soit cristallin. Alors après, il y a d'autres types de diffraction qui sont faites sur une seule molécule. Donc là, il faut un laser à rayons X, il y en a un en Allemagne, mais c'est un grand instrument, genre le synchrotron, le CERN, des trucs comme ça. Et t'envoies une impulsion tellement forte de rayons X sur la molécule que tu fais un schéma de diffraction qui est caractéristique de la molécule. Tu la fous en l'air, au passage, mais tu peux l'étudier comme ça. Alors, faut la vaporiser, je ne raconte pas le bazar. Et Christophe dit, donc on ne peut pas le faire sur les vitraux qui coulent. Non, on peut pas. Alors, Christophe dit, mais comment tu as des taches noires de tout à l'heure à la structure chimique de la molécule? C'est ce que tu expliquais. En fait, chaque tache noire correspond à une famille de plans cristallins. Et donc à une superposition d'ondes. Tu as dit que c'était les interférences constructives qui faisaient une tâche. Qui convergent. Et donc, l'endroit de la tâche, par la transformation de Fourier, tu peux revenir à une famille de plans cristallins. En rapport à leur disposition spatiale et à l'espace entre les plans. Et donc, chaque tâche, c'est une famille de plans. Et l'ensemble des familles de plans, c'est la structure cristalline. Tu reconstitues tout par peut-être que c'est des modèles 3D ou je sais pas. Oui, après tu reconstruis en 3D parce que là finalement c'est en 3 dimensions le réseau réciproque. Là on le fait tourner sur une image à 2 dimensions parce que les détecteurs ils sont à 2 dimensions, mais après l'ordinateur tu peux très bien l'afficher puis la faire tourner avec ta souris. Tes tâches de diffraction en 3D. Tu as leur position dans le réseau réciproque et tu fais la transformée de Fourier de ce truc-là. Et ça te sort. Alors, si tu ne prends pas en compte les intensités des tâches, tu ne vois pas les molécules, mais tu vois la structure cristalline. C'est un triclinique, c'est un cubique face centré, c'est un machin, mais il y a quoi dedans, je sais pas. Mais tu connais la taille de la maille, les familles de plans. Si tu as suffisamment de précision sur l'intensité des tâches, là, tu peux commencer à repositionner les densités électroniques, les noyaux. Alors, si tu n'as que des rayons X, c'est que les densités électroniques. Si tu envoies des électrons, c'est les densités électroniques et les noyaux. Quand même vachement mieux. Et c'est là où tu disais une fois en live, c'est là où tu vois la molécule. C'est là où tu vois la molécule, tu reconstruis la molécule. Et Aïcha demande, tu compares à une bibliothèque, est-ce que tu as des spectres de référence où tu te dis, tel cristal, c'est telle image? Et non, tu n'as pas besoin. Parce qu'en fait, tu positionnes atome par atome, tu n'as pas besoin de référence. Tu vois la molécule. Tu vois la molécule. C'est-à-dire que l'image de diffraction... Tu vois la molécule. Le réseau réciproque... Moi j'ai bien compris, mais c'est pour Aïcha. Le réseau réciproque, c'est l'image des molécules dans le réseau cristallin. C'est son nombre, vous voyez? C'est son spectre de fréquence. T'as pas besoin de substance de référence. T'as pas besoin. C'est elle sous un autre angle. Tu vois ce que je veux dire?
Donc tu n'as pas besoin de substance de référence. Tu repositionnes atome par atome. C'est génial ça. Et c'est ça qui est vachement bien. Et donc, vous voyez, si on commence à remettre les pieds en pharma, c'est des preuves de structure moléculaire. Il y a des moments, par exemple, nos amis les impuretés. Oui, mais en fait, j'allais te dire, oui, c'est ça, c'est tout le monde de la pharma et des analyses pharma n'est pas forcément, elle est basée que sur des interprétations, des signaux. Oui, ça ressemble à la même chose. Il te faut des références. Voilà, des références ou des pics ou T'as ton chromatogramme. Voilà, ça... exactement. Mais j'ai dit chromatogramme. Je pense que ça se psychanalyse. Je déteste la chromatographie. Alors que là, ce que tu es en train de nous dire, on vient de s'acheter un caméscope Sony 4K, quoi, en gros, quoi. C'est une preuve forte. Ouais. C'est une preuve forte de structure. Et la FDA, ils sont contents. Parce qu'un spectre RMN tout pourri en disant ouais, il y a un triplet, ça doit être un CH3 qui tourne comme ça à côté d'un OH qui... il y a une probabilité de 72% que ce soit ça. Voilà, okay, de l'infrarouge, où faut vous rappeler des tables d'infrarouge. Bien sûr. Voilà, ou les vibrations d'un CH3, d'un truc, d'un machin qu'il fallait apprendre par cœur pour... Oui, tu reconstruis l'éthanol, tu vois, ça t'y arrive. Bah maintenant, il y a des drug substances, elles font 2000 grammes par mol. Alors le spectre infrarouge, il est mignon, quoi. Par rapport à ce que dit Aïcha, tu utilises ça pour identification, à réception. Effectivement, là, tu fais ce contrôle et ce contrôle unique. Tu es sûr à 100% que tu as la bonne matière, tu n'es pas obligé de faire X contrôles, et en fait c'est en accumulant ces contrôles que tu vas te dire bah oui ça ressemble quoi. C'est une application. Mais pas que. Il y en a plein. Mais parce que pour 2 millions d'euros, il faut en faire un paquet. Nous avons anticipé, je vais revenir à la préhistoire. Donc, il faut un cristal. Si c'est pas cristallin, c'est mort. Rayon X ou électron, c'est foutu. Donc bon, c'est pas magique non plus. Mais pour les rayons X, il faut que le cristal il soit plutôt gros. Alors on fout des guillemets à gros, il faut qu'il fasse minimum quelques dizaines de micromètres. Et c'est gros pour un cristal. Oui, j'allais dire dans le monde du cristal. Ouais, c'est balèze. Donc, typiquement, tu as ton échantillon de poudre qui peut être bien cristalline. Des machins qui font 50, 60 micromètres qui sont propres, il y en a pas beaucoup. Avec les électrons, comment ça se passe? Les électrons ont besoin d'un cristal. Mais à partir de 10-20 nanomètres, c'est bon. Ah, par rapport à 50 micromètres, donc il y a un facteur... Il y a un facteur 1000, les doigts dans le nez. Oui. Voilà. Donc, où est-ce que je trouve des particules cristallines de cette taille-là? Bah, dans la poudre. La poudre, c'est quoi? C'est plein de particules cristallines qui sont très petites, qui font moins... J'ai une distribution de taille, j'ai des 10 micromètres, du micromètre, du demi-micromètre, etc. Bon, bah, en gros, de 10 nanomètres à 1 micromètre, au-dessus d'un micromètre, paradoxalement, ça devient trop gros. Les électrons, ils n'aiment plus trop quand c'est trop gros, tu vois. Bah donc, qu'est-ce que je fais? Tu casses le truc. Ouais, voilà, tu t'es fait chier à faire pousser un beau cristal et zut, j'ai trop cassé, quoi. Non, alors... T'as le mec à côté avec son rayon X qui est dégoûté, quoi. Ah, il se meurt à côté, quoi. Voilà, mais vous savez que des fois, c'est des mois et des mois pour faire pousser un monocristal qui va bien. C'est vraiment une prise de tête monumentale. Non, là, qu'est-ce que je fais? Je fais de la poudre cristalline. Et là, on maîtrise. Parce que on peut changer le solvant, on peut agiter, on peut faire un programme de température et tout. Si je fais ça avec un monocristal, qu'est-ce que j'obtiens? Tu me massacres. De la poudre. Qui est-ce que tu veux, du coup? Et donc là, c'est ce que je veux. Et là, la poudre, nous, on la maîtrise totalement. Donc en fait, tu es en train de nous dire que avec les électrons, non seulement c'est beaucoup plus rapide, mais en plus, tu t'embêtes beaucoup moins à avoir ta matière à analyser. La préparation de l'échantillon à analyser, ça peut être direct. Des fois, l'échantillon, il est tel quel. Alors, des fois, non, c'est de l'huile et il va falloir travailler à la cristalliser quand même. Certes, en poudre, c'est plus facile, mais il va falloir le cristalliser quand même. Donc, c'est là où je dis c'est pas magique, mais ça nous a quand même vachement simplifié l'histoire. Donc, ça a l'air de rien de dire j'ai pas besoin de monocristal, j'ai besoin que de poudre. Ça va débloquer des situations qui étaient complètement bloquées. Voilà, je manque de vocabulaire, je débloque des trucs bloqués. Donc, qu'est-ce qu'on a comme application?